Ndeysaan ɗo ni batamina sange mbati nangowo mboddi cukalel fijirta ɗo ni makari nan. Bon, merci beaucoup. Souleymane Badji. Souleymane Badji, rapidement. Merci professeur Bouba Diop. Merci à notre maître le professeur Lam pour la qualité de la présentation et pour les éclairages qu'il a apportés sur cette question épineuse. Je tiens à dire que vous nous avez initiés à l'égyptologie et vous nous avez donné l'amour pour cette discipline. Nous tenons donc à vous exprimer toute notre gratitude. Comme vous l'avez mentionné, il n'existe pas de région ou de pays de l'Antiquité autre que l'Égypte qui fasse l'objet d'autant d'opinions contradictoires. Donc, sur la question de l'esclavage et de la traite des esclaves en Égypte, notamment, les chercheurs sont parvenus à des conclusions diamétralement opposées. Donc, de la reconnaissance de l'esclavage comme fondement de l'État en Égypte pharaonique jusqu'à l'idée que les Égyptiens ne connaissaient pas du tout l'esclavage. Donc, en allant dans votre lancée, si l'on se réfère sur la Bible, au début du livre de l'Exode, il est dit qu'on impose aux Hébreux des travaux forcés et qu'ils durent bâtir pour Pharaon les villes de Python et de Ramsès. Donc, cela peut prouver qu'il y avait de l'esclavage en Égypte ancienne à travers cet livre saint. Donc, nous avons aussi le témoignage de l'historien grec Hérodote qui dit que les bâtisseurs des pyramides étaient des esclaves. Donc, ceci étant dit, après vous avoir écouté, professeur, je ne vous ai pas entendu cadrer la pratique de l'esclavage dans le temps. Par conséquent, donc, devrait-on comprendre que cette pratique existait durant toute la période de la civilisation égyptienne, de l'ancien empire à la basse époque, ou bien c'était seulement au nouvel empire? Je vous remercie. Merci pour la précision de la question pointée. Aïssa Ndiaye, il y a eu la table. Assalamu alaikum mbooloo mi damay jéggalu nag ndax dafa nekk olof bu nekk ci biir tubaab ñu bokk jotaay waxtaan mu am lu mu siy for ak néew ngeen ko dégg rek ngeen jàpp ne olof bu nekk ci biir tubaab la ñu bokk jotaay waxtaan sëriñ bi Lam ni nga xamante ne noonu nga nettalee téere bi ñu mu ci for dafa am laaj bu may laaj universitaires yi bu ñu waree def seen thèse ñi leen di dooleel ndax dañu xamul gëdd gi nga xamante ne moo war ci coono bi nga xamante ne moom la ñuy def ba war a def seen thèse bu mu am jafe-jafe yu leen siy dal loolu laa lay laaj ñaareel bi ndax njaam kenn du werante ne am na ndax am na jaamu doomi nijaay comme ni ko Bouba Diop waxe ak doomu bàjjen waaye dafa am beneen jaam muy jaamu jënd ndax jaamu jënd Sénégal dafa am ñoo xamante ne dañ fi ñëw ëppoon leen doole
ñu di leen jaay di leen yóbbu wala dafa bokk sunu aada ba war fee ne ndax dafa am noo xamante ni am na ñaari nit dinañ bokk ndey ak baay ñu jàpp kenn ki yóbbu mu nekk jaam te fekk ay gor lañu woon ki fi des continuer nekk gor ka nga xam ne moom lañu yóbbu buñ ko jotiwul day nekk jaam may laajte loolu lan moo ko waral ngeen baal ma en ce qui concerne les chercheurs, les universitaires, quand ils font leur thèse, ils posent des questions sur les sources utilisées et en adéquation avec la profondeur des analyses pour ce problème. Deuxièmement, elle a posé la question des esclaves dans la famille, le terme qui est utilisé dans la famille, et le fait qu'il y a également des cas où il y a des achats. C'est le problème de l'évolution des systèmes sociaux. Parce que l'argent n'est pas arrivé tout le temps, de même que c'est pas les guerres qu'il y a tout le temps. Ici, il y en a qui ont traité même la question de l'esclavage dans la préhistoire uniquement à partir de ce qu'Abou Bakri a appelé les signes, les bracelets, les gens qu'on a, à qui on a attaché le cou. Il n'y avait même pas d'écriture. Donc, ça signifie qu'il y avait l'esclavage même en préhistoire. Donc tous ces problèmes-là sont discutés. Et elle dit quelles sont les sources. Et enfin, elle pose la question à propos de changement de statut. C'est-à-dire... Là, j'ai compris. Voilà, le problème de l'histoire des thèses, les travaux, les chercheurs, comment on travaille et comment on travaille. Voilà. Et les sources. Très intéressant dans dans la famille, c'est-à-dire d'hommes oui. Ça, je l'avais évoqué. C'est ça. Oui, c'est le même mot en fait de Rokhaya de Zoboli, ça Aboubakri va réagir. Parce que le jam à la maison, mais, et le jam, le mot est le même. Il n'y a pas eu de changement. Le problème, voilà. Mais c'est toujours en relation avec notre mot, sang. Jambek Sangam. C'est tout le débat, les Meyassou. Qui a parlé de Meyassou? Le don contre don, tout ça, les sociologues, les anthropologues, le politique. Donc, le débat, il est très ouvert. Madame Ndiaye a la parole. Après Salou Diop, Madame Ba. Oui, je suis là. Je te raconterai après pourquoi je respecte les autres. Ah ouais, non, nous on est les premiers. Je dois dire que en écoutant le... Hein? Je peux y aller? Vas-y, madame. Oui, mais je respecte les techniciens. D'abord, je dois vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. Quand je suis pendant un moment, dans ces salles, j'ai prié pour le repos de l'âme de Joseph Kizerbo. Parce qu'en regardant le professeur Lam, je pense beaucoup à lui. Peut-être que c'est à cause du bonnet. Parce qu'il portait souvent un bonnet blanc. Et je crois que la dernière fois même que je l'ai vu à Gorée Kizerbo, il portait un bonnet. Il m'expliquait que vous, journalistes, si vous ne savez pas pourquoi on appelle Mobutu Sese Seko Kukungubendo Wazabanga, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas pourquoi le Congo, le Zaïre fonctionne comme il fonctionne. Donc, c'est vous dire simplement ça. Je voudrais également saluer vraiment, de ce que j'ai entendu, saluer l'esprit du professeur Lam. Peut-être que vous êtes des enseignants, ça ne vous dit rien. Mais moi, je me mets à la place d'un étudiant qui a une thèse contraire à celle de son professeur, qui est investi d'un pouvoir académique, il est reconnu comme le professeur, mais qui est aussi reconnu par l'autorité, l'État du Sénégal, comme celui qui sanctionne les étudiants. Et donc, il pouvait empêcher la tenue de la soutenance de la thèse, du seul fait que l'étudiant ne pensait pas comme lui. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être souligné, parce que je pense que c'est ça la quintessence même d'un intellectuel, accepter que les autres pensent le contraire et les aider à mieux dire ce qu'ils pensent, même si on n'est pas d'accord. Et ça, vraiment, je voulais le souligner.
L'autre chose, nous avons maintenant, nous autres les ignorants, un appareil qui nous permet de tricher et de faire semblant de connaître ce qui est savant. Nous avons ChatGPT et maintenant on a même DeepSeeker. C'est très simple, je suis parti demander à ChatGPT, à DeepSeeker, est-ce que l'esclavage existait dans l'Égypte ancienne? Mais comme DeepSeeker et ChatGPT fonctionnent sur le mode d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire ils n'inventent rien, ils vont puiser dans tout ce qui existe dans Internet pour te faire une synthèse. Apparemment, dans Internet, la plupart des gens qui ont écrit estiment que l'esclavage existait dans l'Égypte ancienne, mais dans les formes décrites par Bousselam, c'est-à-dire une sorte de soft esclavage. Pas comme à Rome, comme en grec, etc. Donc, je pense que peut-être que c'est la thèse la plus répandue simplement, mais en tout cas, moi, j'allais vous demander à Bouba et à autres, d'où vient le premier esclave? Et je pense que c'était une bataille entre deux personnes, nos ancêtres, quelque part en Éthiopie ou je ne sais pas où, ils se sont battus. L'un a cassé la gueule à l'autre, et du fait qu'il lui ait cassé la gueule, il se mettait à lui donner des ordres. Et l'autre personne obéissait pour ne pas qu'on lui casse la gueule encore. Et je pense que peut-être que c'est ça qui a fait que petit à petit, les gens les plus forts se sont mis à opprimer les gens les plus faibles et à en faire les esclaves. Et que peut-être l'esclavage douce d'Égypte a progressé, puisque les Égyptiens étaient les premiers, a progressé de façon violente pour aboutir chez les Grecs et les Romains de façon violente. Un peu comme la lutte libre sénégalaise, sans frappe, a évolué pour devenir la lutte avec frappe, avec du sang. Et je pense que vous, peut-être, vous me direz d'où vient le premier esclave. Une seule question, professeur Lam, c'est un peu la question. Et d'ailleurs, il y a un débat sur la sémantique. Il y a un débat actuellement sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant, entre Khalifa Niasse et Cheikh Cissé. Parce que Khalifa Niasse a dit dans une télévision, Cheikh Cissé, suñu moomel la. C'est notre esclave. Et Cheikh Cissé, depuis, passe son temps à dire que mënoo nekk moomeelu Niassène. Parce que bu moom day am man maay moom. Donc, vous voyez un peu le débat. Absolument. Mais ma question est de ceci. Ça rejoint un peu ce que Mariam Sely a dit, mais à l'envers. Professeur, est-ce qu'en Afrique, on a vendu des esclaves? C'est-à-dire, enfin, pas dans le cadre de la traite, mais avant la traite, est-ce que les gens pouvaient prendre l'esclave et le vendre? Voilà, merci. Merci. Vous voyez bien pourquoi je donne à Ndiaye la parole. Parce qu'il a abouti aux mêmes conclusions. Rokhaya n'est pas d'accord. Mais Diam ak Diam, am na lien bu nekk ci biir, comme tu dis, pour la paix. Donc, Saliou Diop a la parole. Saliou Diop. Oui, je commencerai par remercier notre professeur. C'est le hasard que Diop encore vienne après Ndiaye. Je vous remercie de votre bien exposé. Salut Diop. Oui, on vous remercie pour cet exposé qui a été très, très bien. Aussi, comme on est passionné de l'égyptologie, étant en même temps des apprentis égyptologues, souhaitant demain devenir comme eux, et aussi cela nous a inspiré à assister à cette conférence. La question qu'on voulait poser sur ce présent exposé en est que sur la pratique de l'esclavage, sur le traitement des esclavages. Parce qu'on a noté que dans les sociétés gréco-romaines, il y avait bel et bien l'existence des esclavages, mais aussi à un traitement qui est différent des Égyptiens. Et aussi, nous voulons quelques éclaircissements sur ces traitements et aussi des éclaircissements sur le traitement des esclaves en Égypte ancienne et aussi en Afrique. Parce qu'ici, même dans notre société actuelle, nous, c'est les Sérères, jusqu'à présent, on a des esclaves. Parce que quand je pars, moi, au village, il y a quelqu'un qui peut venir prendre mes habits en disant que yo, sama bour nga, manan ko sama jam nga. Comme aussi dans lan ngeen bokk. Da fekk sama doomu nijaay lay doon wala sama doomu badian. Am na ci wolof yi, am na ci pulaar. Voilà. Am na ñëpp mais dama koy wax comme man fi nga xam te fa laa nekk. Am na maanaam loolu ngay wax. Waaw voilà. léegi man naay jaam. waaye man jaamu suma doomu nijaay la. ba ni Njaay ni nekkee jaamu jóobeen yi rek. waaw foofu tamit. waaw ñu bëggoon a leerlu tamit ci maanaam
li nga xamante ni dañuy naan pël yi dañ koy naan màccube séeréer yi di ko naan upat kii olof yi di ko wax jaam ndax loolu noonu pratique boobu noonu amoon na Égypte comme niñ koy pratiquer fii nii ndax amoon na fa wala amu fa woon ndax ñoo ñoon kafante waaw ndax ñoom ñu ngi doon kafante di def voilà leur relation entre le maître et leurs esclaves dans les sociétés africaines dans nos sociétés et aussi entre les sociétés entre la société égyptienne en tant que jërëjëf merci beaucoup Amadou Sané moo ci des avant ñu dem fële Aboubacry va répondre. Tout le monde. Également, bonjour à mon professeur. Vous pouvez vous présenter, vous êtes étudiant département d'histoire. Je m'appelle Amadou Sani, étudiant en histoire, master en égyptologie. Égyptologie, très bien. Je salue également à nos professeurs qui sont là, Elas Malidem, également Ibrahim Sou, également au professeur Aboubacry Moussala. Bon, on vient de le connaître à travers le travail qu'il a eu à faire. Également de le saluer, le travail colossal qu'il a eu à faire sur son ouvrage là. Bon, j'ai une question à lui poser en concernant sur les sources. Bon, en parlant de l'esclavage, il y a différentes sources qui ont évoqué sur ça. Donc, ma question est la suivante. Oui. Est-ce que les données bibliques et coraniques sur la question de l'esclavage en Égypte collaborent avec les données archéologiques et égyptologiques? Ok. Donc, ta question, c'est Bible, Coran et archéologie. Oui. Comment concilier tout ça? Merci beaucoup. La bonne question. Alors, dernière liste. C'est les amis qui sont en ligne. Boukman, à la parole, Jean-Claude Boli se prépare. Boukman. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, M. Boukman. Très bien. Donc, déjà, je dis au professeur là. Alors, je vous remercie pour l'intervention qu'il a pu présenter, qui était très intéressante sur l'ouvrage qu'il a écrit. Et je voulais quand même profiter de l'occasion aussi pour rappeler l'importance, lorsqu'on fait les études d'histoire, de l'historiographie, c'est-à-dire comprendre les contextes qui permettent aussi de comprendre pourquoi on a pensé d'une telle manière à un tel moment. Donc, il faut se rappeler aussi que toute cette question de l'esclavage en Égypte ne vient pas de nulle part. Si elle a été posée dans un premier temps, c'était par rapport aux références de la mise en esclavage des Hébreux en Égypte ancienne. Et effectivement, à partir de cette base de travail, qui était une base qui n'était pas historique mais plus théologique, des chercheurs comme Bayet ont essayé de comprendre est-ce qu'il y avait vraiment l'esclavage ou est-ce que ça appartient à la théologie. Donc Bayet pose un constat clair pour son époque en tout cas, en disant qu'il n'y a pas d'esclavage, mais qu'il y a différentes formes de dépendance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même tout un ensemble de chercheurs qui ont travaillé sur la question de l'esclavage. On a Bakir, que le professeur a cité, mais il y a également Antonio Loprieno, qui a produit un article que le professeur cite également en bibliographie. Et dans cet article de Loprieno, il donne une bibliographie sommaire sur les personnes qui ont travaillé sur l'esclavage. Et je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur des travaux récents qui datent de 2005 et qui portent justement sur les lexèmes, donc sur les mots hem et sur le mot bac. Donc c'est un travail qui a été réalisé en Suisse, à l'université de Basel, et qui s'intitule Zur Begriff der Bedeutung Gen Hem und Bac, et qui a été réalisé par Tobias Hoffmann, qui fait déjà l'historiographie des travaux antérieurs, donc de Menu, de Bakir, de Bayet, etc., aussi de Oleg Berlev, que vous devez connaître. Et il aboutit à des conclusions qui sont importantes de rappeler. C'est que, effectivement, pour les périodes qui concernent l'Ancien Empire, le Moyen Empire, on ne peut pas parler d'esclavage. Pour le Nouvel Empire, ça reste problématique. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut en parler, mais il faut voir dans quelle mesure on en parle parce que ça reste problématique. Si ça reste problématique, c'est parce qu'on a des chercheurs en sciences sociales qui ont travaillé aussi sur l'esclavage hors d'Égypte. Donc on a cité tout à l'heure Moses Finlay qui est un auteur important, mais il faut aussi citer par exemple Alain Testard. Et Alain Testard a apporté des éléments nouveaux sur la question de l'esclavage à la lumière de l'anthropologie et qui permettent aussi de remettre en question certains aspects du débat.
par exemple, on dit que l'esclavage est universel, qu'il est international, qu'on le trouve partout. Bon, ça, c'est quelque chose qui est faux. Parce que dans les sociétés aborigènes, par exemple, il n'y a jamais eu d'esclavage. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu de captifs. Donc, ça nous interroge sur cette notion d'esclavage et on se rend compte que il y a des sociétés qui peuvent ne pas avoir d'esclavage, mais que ce serait lié à la question des captifs. Il y a également les travaux d'Orlando Patterson qui a travaillé sur la notion de mort sociale, qui est très importante aussi. Il y a les questions de droit romain, usus, fructus, abusus, qui rentrent en jeu. Je vais essayer de ne pas faire trop long, donc j'aborde déjà ma conclusion. Et donc, il est important de comprendre toutes ces questions-là pour pouvoir amener dans le travail une réflexion. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'égyptologie internationale, à l'heure actuelle, le consensus voudrait qu'il n'y ait pas d'esclavage en Égypte ancienne avant les périodes tardives. C'est le consensus de l'égyptologie internationale par rapport aux travaux notamment de Tobias Hoffman, qui d'ailleurs donne la même racine pour le terme hem, serviteur, et pour le terme hem, majesté. Et c'est intéressant parce qu'il donne la même racine, mais que c'est également récupéré par le Wörterbuch der Ägyptologische Sprache, qui lui aussi rattache tout ça à la même racine hem. Donc peut-être qu'effectivement dans nos langues africaines modernes, il est possible que les termes hem et d'autres termes hem, serviteur et majesté appartiennent à des racines différentes. Mais en ce qui concerne l'Égypte, à la lumière des sources les plus récentes, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Tobias Hoffman revient aussi sur le problème de la graphie de Bach dans le texte d'Enku, avec justement cette entrave au niveau de la gorge. Et on se rend compte que finalement le problème est beaucoup plus problématique qu'on ne le pense. Il revient aussi sur les questions justement du ménèche, c'est-à-dire est-ce qu'on marque réellement les gens au fer rouge ou est-ce qu'on estampille une marque qui n'est pas forcément au fer rouge mais une marque sur l'épaule de prisonnier. Et on voit que ce terme-là, ménèche, revient à une racine aussi qui veut dire ocre rouge, minerai de couleur rouge. Mais est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une marque? Je finis, je conclue. Je chute en un mot. Allez-y. Dernier mot. Ouais. Je conclue. Merci. Et donc, il y a ce terme ménèche qui demande à être réinterrogé. Et il y a une dame qui l'a très bien dit, c'est sur ça que je vais chuter. Il faut vraiment qu'on fasse attention de sortir dans les catégories d'interprétation occidentale. Parce que même si nous sommes dans la recherche, il y a aussi des fois des enjeux politiques qui, sous couvert de recherche, ne vont pas forcément dans notre sens, notamment sur les questions des réparations de l'esclavage, comme l'a souligné le grand frère de Poeka Sommet. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce que nous essayons de faire la recherche honnêtement. Ce n'est pas le cas de toute la recherche. Et il faut en être conscient et aussi être conscient de ça pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci pour les molis. Nous sommes vraiment très contents de la participation africaine hors du Sénégal aujourd'hui. Jean-Claude. Ok. Bonjour tout le monde. Je remercie le professeur Lam, que j'admire beaucoup pour cette présentation de son ouvrage dont j'ai déjà eu écho. J'ai trois choses à dire, que je vais dire très rapidement. La première chose, c'est que en écoutant, après avoir écouté le professeur et après avoir écouté les différents intervenants, je me rends compte que en fait, il y a un gros problème de quiproquo qui est lié en fait à la connaissance ou à l'interprétation du mot esclave. C'est-à-dire que en fait le mot esclave tel qu'il est perçu dans le monde occidental par les occidentaux n'est pas forcément le même mot qu'on emploie en Afrique. Donc on ne parle pas du tout de la même réalité. Dans le monde occidental, l'esclave, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. On a vu des exemples dans la Rome antique, en Grèce, beaucoup d'intervenants en ont parlé, et c'est exactement ce qui s'est poursuivi dans
dans le monde occidental avec la traite négrière. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose que ce qui se pratique en Afrique, y compris à l'heure actuelle, et ce qui s'est pratiqué en Égypte. Il n'y a jamais eu de révolte d'esclaves, entre guillemets, en Égypte. Alors que dans la Rome, dans le monde islamique, il y a eu des révoltes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des révoltes? C'est parce que c'était très dur. Donc, on ne parle pas de la même réalité. Il faut faire attention à ça. La deuxième remarque, c'est au niveau de la méthodologie. Je me réfère à la page 62 du livre du professeur Lam, dont il est question, où, en fait, il parle de Omotunde, qui cite la Bible, et lui, en réponse, il rétorque en citant le Coran. Moi, je voudrais rappeler à tout le monde que, s'agissant vraiment de recherche scientifique historique, on ne devrait pas faire appel aux textes bibliques ou coraniques pour pouvoir appuyer des arguments. Sauf si on fait de la philologie, ça c'est autre chose, mais en réalité, c'est, à mon avis, une erreur méthodologique. Le troisième point, et je vais finir là-dessus, c'est au niveau linguistique. Je vois que trop souvent, les chercheurs qui sont des histologues ou des historiens interviennent avec des termes en linguistique pour faire des analyses et pour appuyer leur point de vue en faisant des rapprochements qui, du point de vue linguistique, ne sont pas justes. Je prends l'exemple justement de Hem. Ok, le mot Hem, il veut dire ce qu'il ça veut dire dans son contexte. C'est deux mots différents, comme le professeur l'a dit, mais ça n'a rien à voir avec avec un attachement. Ok, et si vous prenez par exemple des rapprochements, comme j'ai eu à le voir dans un des ouvrages du professeur, entre le mot peul, yitere, hein, qui veut dire l'œil au singulier, et iret, en égyptien, qui veut dire œil, ça paraît cohérent, ça ressemble, puisque les sens sont les mêmes. Mais ça n'a rien à voir du point de vue de la linguistique. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux mots qui peut-être très anciennement sont liés, mais qui ne s'analysent pas de la même façon et qui peuvent tout simplement être différents. Merci. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'argumentation linguistique. Les arguments linguistiques doivent être fondés. Ils doivent faire appel à une analyse linguistique comparative du niveau, par exemple, utilisé par le professeur Contadiop, entre le Wolof et l'égyptien aussi. Merci Jean-Claude. Voilà les quelques remarques que je voulais dire. Merci Jean-Claude. Vraiment, c'est très riche. Aboubakri a pris bonne note. Khalidou Diallo. Khalidou. Ok. Voilà. Oui, bonsoir professeur, je vous salue et je salue, vous m'entendez? Très bien, c'est clair. Ok, donc je vous salue et je salue aussi le professeur Lam, qui je rends hommage. Pour la petite histoire, c'est par lui que j'ai commencé à m'intéresser aux œuvres de Cheikh Anta Diop et à l'égyptologie. Et puis, à travers son livre bien connu, en tant que Peul, sur l'origine des Égyptiens, donc des Peuls. Vous êtes à Dakar, ayant intéressé à ça, je me suis intéressé donc plutôt aux aspects économiques. Mais ce que je voudrais dire, j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage du professeur Lam.
Et je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier point, en fait, parce que beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas revenir sur ça, mais qui est important, c'est par rapport aux travaux de Bernadette Menu. J'ai eu l'occasion, comme je m'intéressais aux questions économiques, je pense que c'est une des auteurs à qui je rends hommage. Elle est décédée le 23 mai 2023 et a consacré presque plus de 60 ans de travail sur l'égyptologie. Alors, en lisant l'ouvrage du professeur Lam, je lui rends hommage. Je sais beaucoup de choses, on peut quand même lui reconnaître qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais on peut ne pas être d'accord sur certains points que je vais dire ici. Par exemple, quand je compare Bernadette Menu avec l'ensemble des auteurs qui ont eu à travailler sur la question, par exemple, de l'esclavage, que ce soit Baye, Baki et même Grandet, hein, etc. Non seulement en termes de temps, elle a pu se consacrer à cette activité et plus de travaux, mais c'est qu'elle fait aussi autre chose, c'est la critique philologique des textes. Par exemple, ici, je ne sais pas si c'est celui qui est intervenu ou les gens, en tout cas, la question est revenue ici sur les sources. Elle compare les choses, elle fait la comparaison des textes. Et sur cette question aussi, il y a par exemple la question même de la propriété, etc. C'est sur la base des documents pour elle, que ce soit de l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire, que ce soit le papyrus Aris, elle reconnaît tout ce que le professeur Lam dit, etc. Mais sur la base des textes, elle dit qu'on ne peut pas inférer, on ne peut pas soutenir l'existence de l'esclavage. Au-delà même des arguments que Yoko a mis en avant, ou Jean-Claude, ou tous les autres, etc. C'est cette critique de fond que moi, je ne retrouve pas chez ce professeur Lam. Et que les autres ne le font pas. La comparaison des textes et même l'interprétation des choses, c'est vrai qu'il par elle-même, déjà, même sur, par exemple, le papyrus de Wilbourg, qui a été sa thèse qu'elle a fait sous la direction de Vercouter, qu'elle a soutenu en 1966, il y a une divergence entre elle qu'elle a continué à soutenir par rapport même à Gardiner, vous imaginez. Donc, voilà, c'est ça, c'est extrêmement important, je pense, à mettre en avant. On a parlé ici j'ai vu même mon frère Dem parler de ça, mais il est très difficile sur la base des textes qu'elle présente et que son dernier ouvrage qui est sorti, c'est 2024, après sa mort, hein, avec Posthume, qui a été préfacé par Offrève, etc. On se rend compte que vraiment, elle fait la différence par rapport à ce point. Je pense que ça, il est important qu'on revienne sur ça. Peut-être le cadre est un peu étroit pour pouvoir aller en profondeur. Moi, j'ai pas mal d'arguments. J'ai vu tout ce qu'elle a présenté. J'ai comparé ça avec Fakir et autres. Je crois que c'est pas la même chose. Le deuxième point, je vais aller rapidement, c'est du point de vue économiste. Moi, en tant qu'économiste, je me réfère à un de mes anciens profs qui est le maître à penser en économie à Lyon, où il a écrit sur Pierre Dockès sur la libération médiévale. Où donc il y a quand même un saut, par exemple, entre même des sociétés occidentales, la pratique de l'esclavage dans l'Antiquité et le monde, et qui a été remplacée pendant le Moyen-Âge par le servage. Et donc c'est un système, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Vous prenez par exemple le dernier prix Nobel, les 3 derniers prix Nobel d'économie, là. Ils reprennent les travaux par exemple de Pierre Calais, qui a travaillé sur les pyramides, dont le papyrus, voilà, etc., où il montre que quand même, c'est des travaux récents, hein. En plus on peut les ajouter sur ce que l'intervenant a dit sur les éléments bibliographiques. Ces prix Nobel la reprennent, c'est que le Pierre Calais, qui dirige actuellement le centre d'égyptologie à la Sorbonne, et qui n'a pas eu d'esclavage pendant la construction des pyramides, il y a tous les indices. En tout cas, sur la base des éléments existants, vous ne pouvez pas défendre ça. Et on peut peut-être maintenant faire des hypothèses et tout ce qu'on veut, etc. Et moi, la question que je poserais, par exemple, au professeur Lam aujourd'hui, est-ce que le fait qu'on vend, par exemple, des joueurs, on le dit, on repense à des joueurs, on vend des tels, ou moi, je suis habitué à cette terminologie en économie, on parle du marché du travail, etc. Est-ce qu'on peut parler de l'esclavage? C'est-à-dire qu'on vend des joueurs aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a l'esclavage derrière? Ça, c'est une question vraiment qu'il faut peut-être prendre en compte pour pouvoir vraiment faire établir. Merci Khalidou. L'économiste, vraiment, c'est bon d'avoir ouvert cette brèche ici. Merci pour sa contribution. Traoré Bouba. Lui, je vais lui donner aussi 5 minutes. C'est mon homonyme parce que Boubacar, Traoré, au Mali, les jobs, c'est des Traoré. Mais vous n'allez pas dépasser 5 minutes. Boubacar, vous avez la parole. Depuis le Guinée Maran, je crois. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de problème de connexion? Boubacar Traoré.
qui représente toute une collectivité soninké. Il a son mot à dire. Boubacar, il est là, ouais, il est là, il faut lui donner la parole. Boubacar, il faut ouvrir. Bon. Qui a la parole là? Ifra, c'est là. Allez-y, Ifra. Bonjour. Papi, l'autre, il a donné son téléphone. Il a un téléphone, Traoré. Essayez de le joindre au téléphone. Bonjour, je salue à tous et je salue monsieur le professeur Aboubakry Moussalam, et en plus je salue mes chers professeurs El Hadj Malick Dème, et Mamadou Fall et Malick Ndoye et Rokhaya Fall, que j'entends souvent son nom au niveau de notre département. C'est un grand honneur pour moi d'assister à cet exposé qui va m'apporter beaucoup de connaissances, surtout sur mon sujet de domaine. Là, c'est bon. D'accord. Okay. Après cela, j'ai étudié l'esclavage de la Grèce. Allez-y. Allez-y, rapidement, parce que Traoré a réussi à se connecter, donc rapidement, on va pas le faire. J'ai étudié l'esclavage, l'origine de l'esclavage avec le professeur Malick Ndoye. Oui, attends, allez-y. Comme on l'a, toi tu es là. Allez-y. Moi, c'est Boubacar, désolé, je n'ai pas pu écouter au niveau de l'art. Je remercie M. Khan avec qui j'ai parlé avec lui il y a cela 2 jours. Je lui ai envoyé au mail une petite note concernant l'esclavage au Sénégal, dans le milieu soninké. Alors, ce phénomène, d'abord, l'esclavage, pour nous, les soninké, ça a toujours existé, bien avant les religions. L'homme pratique l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, les méthodes changent. Avant, c'était l'esclavage physique. Maintenant, c'est l'esclavage mental. Ce que nous avons ici chez nous, au Sénégal, les soninké, c'est l'esclavage par ascendance. Ça veut dire quoi? Ceux qui, leurs parents étaient des captifs au moment de l'esclavage de l'esclavage physique, leurs descendants, ils ont toujours ces mêmes statuts. Le manteau est là. Certes, on a enlevé maintenant les cordes, il n'y a plus de chaîne, mais mentalement, il y a toujours le statut. Moi qui vous parle, aujourd'hui, c'est moi, on me considère comme descendant d'esclaves. Je n'ai pas de droit aux terres de mon village, je n'ai pas de droit de devenir imam, je ne peux pas être chef de village, je ne peux pas marier certaines catégories de femmes. Alors, je suis d'accord qu'au Sénégal, il y a des décrets concernant les chefs de village, concernant l'imam, etc., etc. Mais c'est un fait qui existe dans la société. D'autres diront que c'est un système de caste, c'est pour organiser la société. Mais ce que vous ne comprenez pas, le système de caste ne peut plus marcher aujourd'hui dans le monde moderne. Avant, les villages étaient petits, il y avait 2 ou 3 maisons. Maintenant, on est plus de 1000 habitants dans un village. Le système de caste n'a plus sa place. Dire un seul forgeron, il fait forger. Le cordonnement, un seul. Non, aujourd'hui, les métiers deviennent accès à tout le monde par des diplômes. Vous apprenez le métier de forgeron, vous forgez, vous apprenez le métier de la musique, vous chantez. Donc, ce système de caste n'a plus sa place dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, les gens qui sont malins, c'est ceux qui se considèrent comme nobles, ils sont très malins, ils ont introduit le système de l'esclavage par ascendance dans la coutume. C'est là-bas le problème. Quand vous parlez de l'esclavage au Sénégal, on dit que non, c'est la coutume, ou bien c'est du cousinage. Mais ce qui est faux, ce n'est pas de cousinage. Nous, notre collectif s'appelle Gambanaro. Quand on a commencé le collectif pour divulguer cela, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 8 assassinats. On a assassiné 8 personnes au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. On a brûlé des maisons. C'est maintenant, je parle en 2024. Parce que des gens comme moi, ils ont refusé d'être dans cette statut d'esclave. Mais quand vous dites, vous n'êtes plus esclave,
dans le village, on vous marginalise. Le sang que vous cultivez depuis des années 1900-1800, le soi-disant noble ou bien le soi-disant chef de village, il envoie des gens pour t'interdire de cultiver ton sang agricole. Si un paysan ne cultive pas, il va mourir. On revient toujours en discuter. On vous empêche de vivre. On vous coupe le robinet. On vous coupe. Vous ne pouvez pas acheter dans les boutiques. Ça est devenu totalement marginalisé. Et ça se fait devant les mairies et les préfets. Actuellement, nous avons eu des dizaines de dossiers dans les tribunaux. De quoi? Des terres. Je cultivais. Pour conclure. Bon. Et on va merci beaucoup. Donc, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et je vais avoir le vice au Sénégal. Merci beaucoup. Ligue Mpougou. Voilà. Allez-y. Ibra. Ah ouais, mais moi je suis sonique en même temps. Hein. Vas-y. Voilà, Ibra, vas-y. Ta question. Parce que tu as dit qu'il y a une question. Oui, j'ai une question. Voilà, Aboubakri, écoute. Ma question est la suivante. Vas-y. À quel bien l'Égyptienne ancienne a-t-elle connu l'esclavage? À quel bien? Très bien. Alors, donc, ta question est précise. Oui. Comment on en est arrivé? Donc, dans le livre, il a développé les problèmes et il va y revenir. Donc, merci beaucoup. Alors, maintenant, je vous demande de prendre. Moi, j'ai dit à Aboubakri, il va prendre 15 minutes. Il pense qu'il va dépasser 15 minutes. Mais on va l'écouter religieusement et après on va se dire au revoir parce qu'il est presque 1h et quelques. Aboubakri, vas-y. Merci. Isa. Alors, je peux dire un mot tout juste. Kokadla. Bouba. Oui, c'est Wagé. Amadou, oui, si tu veux dire un mot parce que on vient d'intervenir sur ce que Boubacar Traoré vient de dire. Très bien. C'est une réalité, mais ça, c'est pas seulement dans le milieu soniqué. Au Fouta, c'est comme ça. Très bien. Le Fouta, c'est une société esclavagiste. Et il faut les dénoncer. Il faut que AGS dénonce justement ces faits-là. Ce n'est pas seulement celle de soniqué. C'est le tout couleur. C'est toutes les populations du Fouta, c'est comme ça. Et c'est très grave. Hein, au 21e siècle, au Sénégal. C'est extrêmement grave. Merci. Et il faut qu'on prenne des mesures et AGS doit faire des suggestions pour qu'on arrête ce système-là d'esclavage par ascendance et qui oblige, interdit aux gens d'avoir des terres, d'être des imams, etc., etc. Merci. Il faut que l'État prenne une loi contre cela. Très bien. Merci Amadou. Voilà. Je signale que celui qui vient de parler, Amadou Wagé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le responsable de la commission sur l'histoire des sciences avec notre ami Mou. Donc en mars prochain, j'y reviendrai en conclusion. La prochaine séance, c'est eux qui vont intervenir sur l'histoire des sciences au Sénégal et bien sûr en Afrique. Donc merci Amadou pour ton intervention. Tokara, tu as la parole. Alors il faut que... Bon, en ligne, il y a des questions, Amadou. Ma question depuis l'UCAD, quelles sont, Aboubakri, les similitudes de l'esclavage pratiqué en Égypte et celle ouest-africaine, voire sénégambienne? Ngok, un cas qui dit, Master 2, alors j'aimerais savoir si on peut vraiment parler d'esclaves en Égypte ancienne au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça revient aux questions que vous avez posées. C'est des gens qui se demandent, est-ce que le fait qu'il y ait des esclaves, ça signifie qu'il y a esclavage? Quoique vous-même vous l'avez dit. Donc, merci pour les questions en ligne. Tokora, donc tu en as beaucoup, mais tu choisis le reste. Mais bon, vraiment, alors, chacun va. Le débat ne va pas être terminé. Ça, c'est sûr. Tokora, vas-y. Bon, alors, je vais essayer de répondre, tant que faire se peut, aux questions qui ont été posées. Bon, comme il y en a beaucoup, je ne veux pas avoir l'air de fuir, mais bon, je ne pourrais pas répondre à tout le monde comme j'aurais voulu le faire. Hein. Absolument. On n'a pas ce temps-là. Alors, pour Boub, qui a posé le problème de Moïse, alors est-ce que Moïse, est-ce qu'il y avait, comment dirais-je, parce qu'il est né en Égypte, est-ce qu'il n'y avait pas de métissage, etc. Bon. Alors, c'est sûr que Moïse
est né en Égypte et il a été éduqué à la cour de Pharaon. Vous retrouvez ça dans le Coran. Et il se trouve que Moïse, même son nom, c'est un nom égyptien. C'est, c'est Mouché. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé en train de flotter dans un panier sur l'eau et au milieu des arbres. Et c'est un nom de circonstance. La femme de Pharaon, ou la fille de Pharaon, selon la Bible, a dit, puisqu'on l'a trouvé ainsi, on va l'appeler Mouché, eau et arbre. Et c'est ce qui a donné Moshe en hébreu. Et les gens pensent que c'est de l'hébreu, mais c'est de l'égyptien qui a été rendu en hébreu. Mais le vrai sens, c'est eau et arbre. Et vous retrouvez ça dans la chronique de Tabari. Bon, donc, Moïse, il se peut qu'il fasse partie de ces juifs qui ont fait plus de 4 siècles. Et quand on a passé 4 siècles en situation de minorité, dans une population majoritairement noire, mais les métissages ne sont pas exclus. Donc là, c'est une possibilité. Hein? Bon, maintenant les Juifs, ils l'ont dit eux-mêmes, hein? Ils ont été retenus en esclavage. Alors vous voyez, les Juifs, que Dieu me pardonne, tout ce qui les concerne devient problématique. Aujourd'hui, on veut dire que l'esclavage n'a pas existé en Égypte pour éviter aux Juifs d'avoir été... Voilà. Bon, mais ça, c'est une chose qui a existé, c'est l'histoire, on n'y peut rien. L'Égypte a connu l'esclavage avant même les grandes conquêtes du Nouvel Empire, vous l'avez dit. C'est au moment de la première période intermédiaire, quand il y a eu une sorte de révolution sociale, que des Égyptiens de souche ont été vendus, mis en esclavage. Et l'exemple que je cite, il y a quelqu'un, un haut fonctionnaire qui dit « Je n'ai jamais, asservi l'une de vos filles ». Et le déterminatif, c'est Bach qui est déterminé par un personnage avec un carcan au cou. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour reconnaître qu'il y a eu esclavage en Égypte? Et il le dit « Je n'ai jamais asservi ». Parce que la situation était telle que pour manger, il fallait gager sa fille. Et les gens sont devenus esclaves des Égyptiens de souche qu'on vendait. Donc c'est avant les conquêtes. Ce ne sont pas ces conquêtes qui ont amené l'esclavage en Égypte, mais c'est la fin de l'Ancien Empire qui s'est terminée par une catastrophe nationale. Et c'est à ce moment-là que l'esclavage est né. Et ça concernait d'abord des Égyptiens authentiques. Bon, donc là, le problème est réglé. Malik Ndoye, bon, je retiens surtout l'appréciation positive que vous avez et du livre. Bon, je pense que quand on a eu Cheikh Anta comme maître, Cheikh Anta avait cette force-là d'être précis et concis. Et j'ai essayé de faire comme lui. Donc, en bonne méthodologie, il faut que ça soit clair et concis et que ça soit cohérent, hein, la cohérence interne. J'ai essayé de le faire, je ne sais pas si je suis parvenu. Bon. Alors, le lexique, c'est vrai, et il faut, comment dirais-je, faire attention au lexique. La définition du terme, c'est pas quelque chose de facile, hein, parce que le terme n'est qu'une enveloppe, mais la réalité est plus difficile à cerner. Donc, quand on veut désigner une réalité difficile à cerner par un terme, il y a forcément des problèmes. Alors, Finlay, hein, ne reconnaît pas l'esclavage bon, ici, et le problème reviendra, ce n'est pas... L'Égypte n'a jamais eu un mode de production esclavagiste. C'est ça le problème. L'Égypte a connu l'esclavage, mais n'a jamais eu un mode de production esclavagiste comme en Grèce ou comme à Rome ou comme ailleurs, comment dirais-je, en Mésopotamie. Jamais. La main-d'œuvre était là,
les esclaves venaient en appoint. C'est comme en Afrique. L'Afrique n'a jamais connu de mode de production esclavagiste. Mais l'esclavage a existé. Donc, il ne faut pas confondre mode de production esclavagiste et esclavage. Hein? L'Égypte a connu l'esclavage, mais n'a pas connu de mode de production esclavagiste. C'est-à-dire que là, alors qu'en Grèce ou à Rome, toute la chaîne tournait à partir des esclaves. Et un philosophe grec l'a dit, si les machines marchaient toutes seules, on n'aurait pas eu besoin d'esclaves. En Égypte, ce n'était pas comme ça. Voilà. Donc, bon. Alors, Ousmane Baye. Ousmane Baye, vous dites que les Égyptiens n'ont fait que riposter. C'est vrai, à un moment donné, les Égyptiens ont d'abord subi l'invasion des Hyksos et à partir de ce moment, ils sont mis à riposter. Mais dans le riposte, ils ont trouvé goût à la riposte. Ils sont allés... Oui, absolument. Quelqu'un qui riposte. Vous vous arrêtez à vos frontières une fois que vous avez expulsé les Hyksos du pays, mais vous vous arrêtez à l'entrée du delta, là où il y a le golfe là où il y a le canal actuellement. L'Égypte est censée s'arrêter là-bas. Vous allez jusque là-bas, vous vous arrêtez. Mais les gens sont allés jusqu'où? Jusqu'à l'Euphrate. Donc, ils ont fait plus que riposter. Ils ont vu l'avantage qu'il y avait à dominer des populations, à les exploiter. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une simple riposte. Hein? Et ils ont pris goût à la chose et ils ont continué. Bon, et je l'ai déjà dit, l'Égypte n'a pas connu de mode de production esclavagiste. Moi, je n'ai jamais dit cela. L'Égypte a connu l'esclavage, mais pas de mode de production esclavagiste. Alors, quant à Khem et autres, et je réponds par anticipation, les gens trouvent que Monu a travaillé sur ces termes, mais moi, je me tamponne l'œil de ce que Monu a fait. Moi, mon Poulard, mon Wolof et mon Soninké, mais sont plus pertinents que ce que Monu a fait. Monu ne connaît pas les langues africaines. Vous avez Hum, vous ne pouvez pas trouver un meilleur terme. Vous avez Komo, qui c'est juste un K qui remplace un M, mais ça signifie la même chose, c'est attaché. Et l'élément, malheureusement, je n'ai pas pu insister là-dessus. Ce que vous appelez bâton de Foulon, etc. Mais ça, c'est l'identification. Champollion avait identifié ça comme un vase renversé. Alors, un vase renversé. Donc, moi, les identifications, quand elles ne sont pas convaincantes, je trouve une autre identification. Et ici, c'est un piquet. Vous allez au Fouta, vous allez partout, vous avez des piquets. Là où on attache le cheval, c'est exactement le hem. Donc, c'est un piquet. Et j'ai cité un synonyme, c'est ménite, avec un piquet cette fois-ci plus pointu. Donc, c'est pour attacher. Or, vous ne pouvez pas attacher quelqu'un avec une corde si vous ne mettez pas un piquet, ou un arbre, ou autre chose. Donc, quand vous mettez ce piquet-là, avec l'homme à côté, mais ça signifie que l'homme est attaché au piquet, ou l'homme est attaché à son maître. C'est cette interprétation-là qui est la bonne. Et cela vous permet de comprendre Hum Necher, Hum Ka, attaché au Ka, attaché à Dieu, etc., etc. Sinon, les interprétations des égyptologues occidentaux, ben, ils peuvent faire des interprétations, mais ce sont les langues africaines qui nous permettent de comprendre ce que les Égyptiens voulaient, comment dire exactement. Bon, je vais sauter beaucoup de choses. Hein. Alors, chez les Sérères, vous avez Pad, mais vous avez Pad no Bak. Le Bak, c'est la corde qui attache l'esclave. On revient encore à la notion. L'esclave qui venait d'être capturé à la guerre, on l'appelait Pad no Bak. Bak, c'est la corde. Mais cela nous amène encore plus loin parce que vous avez la corde Bak, vous avez l'arbre dont les écorces donnent la corde, vous avez Ampoulard, vous avez Oki, vous avez Boko et vous avez Ogoul. Tout est cohérent et justement, cet esclave, ce Bak, avec comme déterminatif
un homme avec une corde au cou ou un carcan au cou rend exactement cette idée-là. Et c'est le cou qui symbolisait, qui recevait le symbole de la servitude. Et quand on me dit que Monu a bien interprété, mais aussi bien Monu que l'autre l'a baillé, quand vous avez bac, que les gens traduisent généralement par serviteur et autres, vous avez bac avec quelqu'un déterminé par quelqu'un qui a un carcan au cou, vous appelez ça toujours serviteur. Mais quand on sert avec un carcan au cou, ça s'appelle être esclave. C'est sérieux. Heureusement, la langue égyptienne utilise les éléments de l'environnement. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Quand vous mettez bac, au lieu de mettre le déterminatif consacré, le bonhomme, accroupi ou debout, mais vous mettez quelqu'un avec un carcan au cou, mais c'est que vous voulez, le script voulait faire la différence, la distinction entre le serviteur et l'esclave. Et cette graphie-là, le contexte dans lequel elle se trouve, c'est ce fonctionnaire au début de la période intermédiaire qui dit « Je n'ai jamais asservi et asservi avec un carcan au cou ». Donc c'est l'esclavage qui naissait. Merci beaucoup. Voilà. Madame Lam aussi attend vraiment parce que alors je voudrais retenir ceci. D'abord, merci à vous tous pour la séance qui est à mon avis la plus longue, la plus riche et la plus participative. De nombre merci. Remercie le public. Vraiment, c'est une séance où on a parlé de préhistoire, antiquité, temps moderne, époque contemporaine, actualité. Troisièmement, merci aux collègues des médias parce que vraiment, ils ont fait un bon travail. Papi, nous, merci. On a parlé d'enseignement, de recherche, des sources, de leur traitement, de l'analyse, de l'éthique académique, l'éthique. On a parlé de linguistique, de sciences, de droit, d'économie, religion, spiritualité. Tout ça, c'est des universalités, particularités et surtout les exceptions. J'ai bien écouté quelqu'un qui a dit que c'est les Esquimaux là. Il y a des choses là qui n'existent pas. Donc, lutte et résistance, on en a parlé. La modernité, les médias. Bon, bien entendu, on a parlé des bêtisiers, hein, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, il y a des bonnes choses, mais il y a des conneries. Pas plus tard que hier, il y a quelqu'un qui m'envoie des choses pour répondre à 40 ans. Ça, on n'y peut rien, il faut qu'on résiste. Et le problème des enjeux politiques, économiques, la vigilance et la solidarité, merci. Bonne année 2020, parce qu'on vient de commencer la série. On vous donne des rendez-vous en mars prochain. Ce sera sur les sciences, l'histoire des sciences. Vous serez informés. En juillet, l'histoire générale va évaluer non seulement en interne, en externe, tout ce qu'on fait là. Ça aussi, dès la semaine prochaine, achetez vos cartes. Ceux qui sont intéressés, il y a des cartes de membres. C'est 1000 francs, je crois, ou 2000 francs. Alors, donc, ici, c'est une maison ouverte. Et vous avez vu aujourd'hui que historien, économiste, juriste, c'est ce que Ibodier voulait quand il a créé cette dynamique. Donc, merci à vous tous et à bientôt. Et on